Allumage. Ça cabre. On annule. Un aéronef se désintègre au-dessus du désert californien. Ça fiche un sacré coup de perdre un collègue dont on était proche. Les enquêteurs ne savent pas quoi penser. C'est toujours la grande question. Comment ça a pu arriver? On s'interrogeait beaucoup sur les performances du moteur. Tout s'est mis à vibrer. Je ne pouvais plus respirer. Les enjeux sont de taille. C'est un revers énorme. On doit découvrir ce qui a mal tourné. Largage. Envoyer un objet dans l'espace, ça comporte immanquablement des risques. L'avenir du tourisme spatial est en jeu. L'aéroport et port spatial de Mojave, en Californie du Sud, concentre certaines des recherches en aérospatial les plus avancées. Aujourd'hui, une poignée de chanceux vont voir un appareil révolutionnaire s'envoler à une altitude vertigineuse. Son nom, Spaceship Two. Démarrage système. L'avion a été conçu par l'entreprise américaine Scaled Composites. Tout dans le vert. À bord, on ne compte que 2 pilotes d'essai. Mais la compagnie espère que cet avion sans pareil transportera bientôt des passagers jusqu'à la frontière avec l'espace. Checklist avant lancement. Reçu. On doit ce projet au milliardaire britannique Sir Richard Branson. Ensemble, nous allons rendre l'espace accessible d'une façon dont l'homme pouvait seulement rêver jusqu'ici. 3, 2, 1... Le tourisme spatial a de beaux jours devant lui. Les aventuriers en quête de sensations fortes sont prêts à débourser 250 000 $ pour un vol suborbital à 100 km d'altitude. C'est le grand frisson. Vous vivez 3 minutes d'apesanteur à flotter dans la cabine. L'espace d'un instant, vous êtes dans la peau d'un astronaute. Des centaines de clients ont déjà réservé leur siège. Mais Scaled Composites doit d'abord prouver que la technologie utilisée est sûre. Et cette étape prend plus de temps que prévu. Le projet accuse un retard de 7 ans. Ils n'avaient pas pris la mesure d'un tel projet. Et en 2014, ils se sont dit qu'il fallait donner un petit coup de fouet. Sinon, ils risqueraient de décevoir et de perdre des clients. Il y a urgence. L'avenir du programme repose désormais sur les épaules de 2 pilotes d'essai. Peter Siebold, 43 ans, est un ingénieur multi-récompensé. Il a déjà piloté 11 avions expérimentaux de toutes sortes. Michael Osbry, son copilote de 39 ans, est un pilote d'essai aguerri et un ingénieur aéronautique. Ils se sont entraînés près de 9 mois pour cette mission. C'étaient 2 pilotes très expérimentés, la crème de la crème. Leur avion à moteur fusée est suspendu à un jet de près de 45 mètres d'envergure. L'avion porteur a été baptisé White Knight 2. Spaceship 2 et ses radios. Spaceship 2, White Knight 2, je vous reçois 5 sur 5. Les pilotes de l'avion porteur vont mener Spaceship 2 à 14 km dans les airs. C'est à cette altitude que l'avion spatial se détachera, allumera son moteur fusée
et montera d'encore 30 km jusqu'à la frontière avec l'espace pour ensuite redescendre en planant. Le gros avantage d'un lancement aéroporté, c'est de partir de 10-15 km en l'air. C'est un gain énorme comparé à un lancement depuis le sol. Un homme assure la surveillance du vol, en collaboration avec une équipe d'ingénieurs, et reste en communication directe avec les 4 pilotes. En cas de problème, il est habilité à annuler la mission. On a un avertissement sur le courant de la batterie. Il est négatif. 0,01. Faut d'abord que l'alimentation centrale s'éteigne, je crois. Base, c'est ça? Oui, la puissance est plus forte. Elle utilise l'alimentation centrale. C'est comme un petit centre de contrôle, comme au centre spatial Johnson. Les ingénieurs récupèrent énormément de données de l'appareil et suivent ses performances à la seconde près. Spaceship Two va effectuer son 36e vol d'essai. Mais il ne s'agit que du 4e vol motorisé. Il devait aller plus haut et allumer le moteur plus longtemps que lors du vol motorisé précédent. Il s'agit de tester un nouveau moteur fusée qui brûle un carburant expérimental à base de grains de nylon, censé emmener le véhicule à plus de 40 km d'altitude. Vérif pré-lancement terminé. Reçu. White Knight 2, Spaceship 2, Pré-vol terminé. Bien reçu. Base, on est prêt. À 9h20, White Knight 2, vous avez le feu vert. autorisation est donnée au pilote de décoller. L'avion porteur s'élance sur la piste à 150 nœuds, soit près de 280 km/h. Quand un pilote participe à un vol d'essai, intérieurement, il se met beaucoup de pression. Il cherche à maximiser le retour sur investissement, si l'on peut dire, en fournissant aux ingénieurs le plus de données possible. Le vol devrait durer une petite heure. C'est le commandant Siebold qui manœuvre, tandis que le copilote Holsbury surveille les performances de l'appareil et le configurera pour l'atterrissage. Ça va le contrôleur du système de pressurisation? Alors qu'il gagne de l'altitude, Oula, un des écrans multifonctions s'éteint puis se rallume. C'est bon. base. Un de nos écrans s'est éteint quand on a tourné le petit bouton en bas à droite. Bien reçu. On le voit se rallumer à l'instant. C'est une première. Du moins dans l'avion. Bon. T'es prêt pour les vérifs à 30 000 pieds? Je suis prêt. Au sol, l'enthousiasme est palpable. Un vol spatial, c'est fait pour repousser les limites. Et c'est synonyme d'aventure. Les gens raffolent de ce genre de choses. Largage de Spaceship 2 dans 2 minutes. Tu peux armer le largage. Je demanderai l'allumage. Quelques minutes avant le lancement, les pilotes passent en revue les tâches à effectuer. T'indiques le cabrage, le piquet, le trim, déverrouillage à 1,4. Tout va très vite. Ils n'ont pas le temps de sortir la checklist et de la lire. Tout est une question de secondes. Le trim est bon pour le planer. Feu vert pour largage. Le lancement de Spaceship 2 est autorisé. Bon, c'est parti.
Allez, manche. Le manche est poussé. Le commandant pousse le manche afin que l'avion descende et s'éloigne de White Knight 2 après le largage. Armée. Voyant jaune. Envoyer un objet dans l'espace à des vitesses aussi élevées, ça comporte immanquablement des risques. Le risque zéro n'existe pas. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Largage. 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 Largage effectué. Spaceship 2 se détache de White Knight 2 comme prévu. Cet avion révolutionnaire va-t-il pouvoir emmener son équipage jusqu'à la frontière avec l'espace et le ramener sur Terre en toute sécurité? Alors que Spaceship 2 tombe de son avion porteur, Allumage. Michael Olsbury arme le moteur fusée expérimental. Armée. Allumage. 27 tonnes de poussée les propulsent vers la vitesse du son. Voyant OK. La vitesse de pointe était quasiment Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son, c'est-à-dire plus de 3200 km/h. Ça secouait énormément. Rappelez-vous les pires turbulences que vous avez vécues et multipliez ça par 10. Il testait surtout le moteur fusée qui devait être allumé plus longtemps. Il devait être allumé pendant 38 secondes. Mais 14 secondes après l'allumage, un ingénieur au sol remarque une anomalie dans les données. On annule. On annule. Ordre est immédiatement donné à l'équipage d'annuler la mission. Mais il est trop tard. Procédure d'urgence en cours. Feuillet rouge 2. Mon mari regardait avec des jumelles. Il a dit qu'il y avait un truc bizarre et on a vu 2 morceaux tomber du ciel. J'avais des amis proches sur place. J'étais inquiet pour eux. C'est la question que tout pilote se pose quand un accident se produit. Comment ça a pu arriver? Procédure d'urgence en cours. Feuillet rouge 2. Lancement du protocole de recherche. White Knight 2. Par miracle, Peter Siebold a réussi à ouvrir son parachute. Il est blessé, mais en vie. Il n'y avait pas de système de sortie d'urgence ou de capsule de sortie. Tout ce que ces 2 hommes pouvaient faire, c'était espérer que leur parachute se déploie. Michael Olsbury n'a pas cette chance. Pris au piège dans le cockpit lors de la dislocation, il meurt dans l'accident. Le tourisme spatial est un objectif que tout le monde voulait voir se réaliser grâce à ce tout nouvel appareil. Ça fiche un sacré coup de perdre dans un accident un collègue de qui on était proche et avec qui on a travaillé tous les jours pendant toute la durée du programme. Bonsoir. Ce vendredi est marqué par une explosion mortelle à 15 000 mètres d'altitude dans le désert de Mojave. Qu'a-t-il bien pu se passer? Les débris sont éparpillés sur 8 km. Les secouristes aperçoivent le parachute de Peter Siebold qu'ils transportent à l'hôpital. C'était absolument dramatique. C'est bouleversant pour les familles des pilotes.
C'est une journée noire pour Virgin Galactic et le tourisme spatial. C'est un revers énorme. On doit découvrir ce qui a mal tourné et trouver une solution. La tâche incombe au Conseil national de la sécurité des transports américain. Pour le NTSB, mener une enquête sur un accident impliquant un véhicule spatial n'a rien de nouveau. Bon. En 2003, une cinquantaine d'employés du NTSB avaient aidé à identifier les causes qui avaient conduit à la désintégration de la navette Columbia. Qu'un accident implique un avion de ligne commerciale ou un aéronef spatial, notre travail reste sensiblement le même. Les principes d'ingénierie sont identiques. Les pièces et les mécanismes diffèrent un peu, parce que l'environnement dans lequel ils sont utilisés n'est pas le même. Mais les principes scientifiques s'appliquent de la même façon. Commençons par le moteur fusée. D'accord. C'est Lorenda Ward qui chapeaute l'enquête. Elle demande à son équipe de retrouver les composants du moteur. On cherchait des traces d'incendie en vol ou qui s'étaient déclarées lors du crash. Mais on n'a rien trouvé de probant. Michael Bauer est enquêteur spécialisé. Son travail consiste à déceler le moindre dysfonctionnement d'un système de bord. Je travaillais conjointement avec l'ingénieur de propulsion. On a passé en revue les éléments relatifs à la propulsion qui auraient pu provoquer la dislocation en vol. Spaceship Two est équipé d'un nouveau moteur fusée qui brûle un carburant hybride expérimental à base de protoxyde d'azote et de grains de nylon. Ce moteur moderne permet d'atteindre des altitudes extrêmes tout en consommant moins de carburant. Mais ces améliorations ont un revers. Une explosion a plus de chances de se produire si le carburant ne s'enflamme pas correctement. Serait-ce ce qui s'est passé dans le ciel californien ? On avait listé plusieurs éléments à étudier en priorité. On a mené un vrai travail de fourmi. On recherchait des valves, des raccords et d'autres petits composants essentiels comme les unités de stockage des données. Je ne vois pas de brûlure sur le moteur fusée. Les enquêteurs sont à l'affût de signes qui indiqueraient une explosion du moteur. L'avion était en matériaux composites, mais il était peint. Donc il aurait très bien pu y avoir des boursouflures sous la peinture ou des matériaux qui auraient fondu. Mais on n'a rien trouvé de tout ça. Ni explosion, ni incendie. L'enquête sur le terrain a montré que le moteur n'était pas du tout en cause. Écarter une hypothèse constitue une avancée en soi. Mais les enquêteurs savent qu'un très long travail les attend pour déterminer ce qui a mal tourné au cours de ce vol d'essai. On annule. Cette vision du désert californien constellé de morceaux d'avion vient mettre à mal l'avenir du tourisme spatial. Le NTSB veut des réponses. Qu'est-il arrivé à Spaceship Two pendant son vol à haute vitesse? Est-ce qu'il y a eu des soucis avant l'accident? Une alerte s'est déclenchée. On annule. Je peux voir les images des vidéos extérieures? Vous voyez? La poutre de queue s'est repliée au niveau de la charnière du système de mise en drapeau. L'avion est passé en mode drapeau? Le mode drapeau
est une caractéristique de Spaceship Two. L'avion change de forme en vol. Après avoir atteint l'altitude maximale, les pilotes font pivoter les empennages vers le haut pour les mettre en drapeau, ce qui augmente la traînée et ralentit la descente. Le véhicule peut alors effectuer une rentrée sans danger dans l'atmosphère et planer jusqu'à la piste. Cette position garantit une attitude solide lors de l'entrée dans l'atmosphère. Et grâce à l'augmentation de la traînée, cette position est encore plus stable. Une caméra présente dans le poste de pilotage permet aux enquêteurs de voir ce qu'il s'y est passé. Il a déverrouillé le système de mise en drapeau. Oui. Mais est-ce qu'il l'a effectivement déployé? Non. Personne n'a touché à la manette. Pour la mise en drapeau, il y a 2 étapes. Le pilote doit d'abord déverrouiller le système afin que la poutre de queue puisse pivoter au moment voulu. Ensuite, la manette doit être tirée pour que la poutre de queue soit effectivement déployée. On essayait de trouver le lien entre les deux. Sur la vidéo, on voit que le copilote a déverrouillé le système. Mais à aucun moment, on le voit déployer effectivement l'empennage. Pourtant, d'après la vidéo extérieure, il y a bel et bien eu basculement. On était face à un problème dynamique. Pour une raison inconnue, le système conçu pour ralentir l'avion au cours de sa descente s'est déployé alors que les pilotes accéléraient jusqu'à la vitesse du son. Ça cabre! Ça cabre! Si la cause n'est pas découverte, le rêve que nourrit Richard Branson pour le tourisme spatial risque de ne jamais se concrétiser. Dans un hangar improvisé, les enquêteurs inventorient et examinent les composants retrouvés dans le désert. Et les vérins? Des vérins hydrauliques maintiennent la poutre de queue en position jusqu'à ce que les pilotes décident de la déployer. En s'allongeant, ces vérins vont mettre la queue en drapeau pour l'entrée dans l'atmosphère. Sur la table. Leur bon fonctionnement est capital pour l'appareil. On voulait s'assurer qu'il n'y avait aucune anomalie préexistante au niveau des vérins hydrauliques, qui aurait pu soit empêcher le maintien de l'empennage en configuration normale, soit provoquer une mise en drapeau non volontaire. La coque est endommagée. Il convient de déterminer si les dégâts ont été causés par la dislocation en vol ou s'ils sont apparus après. La réponse ne tarde pas à arriver. On a découvert des particules qui provenaient du désert, signe que les dégâts étaient postérieurs à la dislocation. C'est dû à l'impact. Le fait d'avoir des dégâts dus à l'impact sur les vérins hydrauliques et certains autres composants nous a conduit à penser qu'il n'y avait pas d'anomalie préexistante dans le système de mise en drapeau. Examinons le reste du système. On s'est demandé comment se fait-il que le système de mise en drapeau ait fonctionné alors qu'il n'y avait pas de souci interne. On a fait énormément de recherches grâce à l'éventail de données dont on disposait. Affiche-le sur le grand écran. Bon, on va regarder la vitesse et l'altitude. La télémesure du vol est passée au crible. À l'instar de l'enregistreur des paramètres d'un avion de ligne, elle permet de voir les performances de l'appareil ainsi que les actions des pilotes. Stop. Spaceship Two est largué ici et il y a allumage moteur. Tout a l'air en ordre. Voyons ce qu'ont fait les pilotes après l'allumage.
On a pu croiser les données avec les images qu'on avait. Il nous a fallu établir une corrélation temporelle entre la vidéo et toutes les données qu'on avait récupérées. Attends. Les vérins hydrauliques ont été déverrouillés environ 8 secondes après l'allumage du moteur et 4 secondes plus tard, le véhicule s'est disloqué. Juste après le largage, les pilotes ont dû effectuer plusieurs tâches critiques en très peu de temps. Armé. Mais les ont-ils exécutées dans le bon ordre? Allumage. Et dans le temps imparti? 08. Déverrouillage. La réponse à ces questions est cruciale. Bon, c'est parti. L'exécution rigoureuse des tâches dans le cockpit pourrait permettre de comprendre la dislocation en vol de Spaceship Two. Les enquêteurs sont résolus à creuser davantage. Armé. Voyant jaune. Ils font appel à des ingénieurs de Scaled Composites, l'entreprise qui a conçu le vaisseau. Installez-vous ici. On va débarrasser la table. Dans une enquête, on sollicite l'aide des parties en présence, dont les connaissances peuvent nous permettre de comprendre ce que faisaient les pilotes à tel moment ou ce qu'ils auraient dû faire à tel autre. Quand est-il censé déverrouiller le système de mise en drapeau? Entre Mach 1.4 et 1.8. Lance. Hi-ha 08. Déverrouillage. Pause. Il a déverrouillé le système à Mach 08. C'est trop tôt? Sur la vidéo, on voyait clairement que le copilote avait déverrouillé le système plus tôt que prévu. C'est plus sûr de le faire à basse vitesse, non? Au contraire, ça peut être catastrophique. Parce que les forces ascendantes sur la queue sont à leur maximum. Lorsque l'appareil n'a pas encore atteint la vitesse du son, des forces aérodynamiques exercent une pression vers le bas au niveau de la queue, qu'elles maintiennent en place. À l'approche du mur du son, les forces changent et poussent la queue vers le haut. Et quand l'avion dépasse la vitesse du son, les forces maintiennent de nouveau la queue en place. Voilà pourquoi les pilotes sont formés à ne déverrouiller le système qu'à la toute fin de la montée. Voyant OK. En phase transsonique, une force ascendante énorme s'exerce sur la poutre de queue de l'avion. Et le système de mise en drapeau n'était pas conçu pour supporter un tel facteur de charge. Alors les vérins n'ont pas pu maintenir la queue en place. Le déverrouillage de la poutre de queue à basse vitesse était l'erreur à ne pas commettre. Les forces aérodynamiques ont fait se déployer l'empennage, ce qui a conduit à la dislocation de l'appareil. Ça cabre. Ça cabre. En déverrouillant prématurément, il n'y avait aucun retour en arrière possible. La destruction du véhicule était inévitable. Le copilote a déverrouillé trop tôt. Pourquoi un pilote d'essai aussi aguerri aurait-il choisi de déverrouiller la poutre de queue au pire moment qui soit? Voyant OK. Déverrouillage. On annule. On annule. Les dossiers de vol de Michael Olsbury sont épluchés. L'homme avait plus de 200 000 heures à son actif et avait effectué 8 vols sur Spaceship Two. En plus d'être pilote d'essai, il était instructeur et il avait remporté un prix en tant qu'ingénieur chez Scaled Composites. Ces deux pilotes étaient hautement qualifiés. Ils dépassaient de loin les qualifications minimum requises par la FAA.
Ils avaient aussi piloté différents appareils chez Scaled Composites et ils avaient participé au projet Spaceship One et volé sur White Knight 2. Allons parler au commandant de bord. Peter Siebold a été grièvement blessé dans l'accident. Sera-t-il en mesure d'expliquer pourquoi son collègue a déverrouillé le système de mise en drapeau 16 secondes trop tôt? Est-ce qu'il y a eu des soucis avant l'accident? Vous vous souvenez à quel moment Mike a déverrouillé le système? Non. Non, j'ai rien vu. Quand vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait un problème? Quand tout s'est mis à vibrer après l'allumage moteur. Allumage. Et l'avion a cabré sévère. Ça cabre. Ça cabre. Et la force G s'est envolée. Je ne pouvais plus respirer. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Maintenant que j'y pense, l'écran a redémarré pendant le vol. C'était jamais arrivé avant. Un écran défectueux pourrait être une piste. Oula. Il y a eu une micro-panne de l'écran. Sauf que les données qui y figurent aident les pilotes à garder un œil sur le fonctionnement du système de mise en drapeau, du système électrique et celui de propulsion. Par conséquent, une défaillance dans le système d'affichage était source d'inquiétude, vu que des informations erronées auraient pu conduire l'équipage à prendre les mauvaises décisions. C'est bon. Mets-le ici. Les enquêteurs relient un écran à la télémesure du vol afin de recréer les conditions après la panne. Bon. Scaled Composites avait un écran identique et grâce aux données qu'on a pu réinjecter, on était en mesure de voir ce que voyait l'équipage lors de l'accident. Si l'indication de la vitesse était fausse, et que les pilotes croyaient voler à Mach 1.4 alors qu'ils ne volaient qu'à Mach 0.8, cela expliquerait la décision du copilote de déverrouiller plus tôt. Tout est parfaitement correct. Les pilotes recevaient des données exactes. Ils n'ont pas été victimes d'une erreur du système. Voyons, OK. L'action du copilote paraît alors d'autant plus incompréhensible. Déverrouillage. Le NTSB cherche à savoir si les pilotes avaient conscience du danger que posait un déverrouillage précoce de la poutre de queue. Les manuels de formation et d'utilisation de Scaled Composites sont épluchés. Qu'est-ce qu'on leur a dit s'ils déverrouillaient le système trop tôt? Déverrouillage. Il n'est fait aucune mention de ce scénario catastrophe. Il n'y a pas le moindre avertissement sur ce qui se produirait. Que disent les ordres d'essai? Bon. T'es prêt pour les vérifs à 30 000 pieds? Je suis prêt. Les pilotes reçoivent des ordres d'essai, des fiches qui comprennent des informations sur l'aéronef, sur le but de la mission et sur ce que l'équipage doit faire à chaque étape du vol. T'indiques le cabrage. C'est la Bible d'un vol d'essai. Le piquet. Déverrouillage à 1.4. Déverrouiller l'empennage lorsque l'avion atteint Mach 1.4. Mais rien sur ce qui se passerait si c'était fait avant. Il n'y avait aucune note qui disait « Si vous le faites trop tôt, l'avion sera détruit ». Il n'y avait pas la moindre mise en garde. Ça date de quand? Seules 2 petites références écrites sur le sujet sont exhumées. Un email de 2010 et une diapo de 2011.
C'est tout. Ils n'ont retrouvé qu'un email et une diapositive de présentation. Ça remontait à 4 ans. C'était loin d'être frais dans l'esprit des pilotes. Ils n'avaient peut-être pas conscience des risques. Catherine Wilson est spécialiste de l'analyse des performances humaines. On a été très troublés de découvrir que la conséquence désastreuse d'une telle erreur n'était pas du tout mise en avant lors de l'entraînement ou dans les manuels des pilotes. Les enquêteurs décident alors d'interroger les concepteurs de l'avion. Pourquoi il n'y a aucun garde-fou pour le système de mise en drapeau? Ça nous paraissait inutile. On s'est aperçu que les ingénieurs n'avaient pas du tout pris en compte les limites de l'être humain lors de la conception du système. Voilà pourquoi ils n'avaient intégré aucune sécurité qui pouvait empêcher qu'une simple erreur humaine se solde par une catastrophe. Ils doivent parfaitement connaître leur mission. Ils plaçaient leurs hommes bien au-dessus du simple pilote de ligne. Pour eux, un pilote d'essai ne pouvait jamais connaître un raté. Je comprends mieux pourquoi ils ne s'attendaient à aucune erreur. Le copilote avait effectué 112 simulations de la mission. Mach 08. Trim. L'entraînement en simulateur était très important. Il leur permettait de se familiariser avec les différents scénarios avant de prendre place dans le véhicule. Dans les quelques mois qui ont précédé l'accident, ils ont fait une quinzaine de séances en simulateur. Ils connaissaient parfaitement les ordres d'essai et les procédures à suivre. Le copilote n'a jamais déverrouillé trop tôt. Non, attends. D'après les dossiers, Michael Olsbury n'a jamais commis l'erreur en simulateur. Par contre, à une reprise, il a fait l'erreur de déverrouiller trop tard. 12 degrés. Déverrouillage. 14 degrés. On annule. On annule. Pour s'assurer du bon fonctionnement du système de mise en drapeau, la mission était annulée si le déverrouillage ne se faisait pas au plus tard à Mach 1.8. Si à Mach 1.8 il n'avait toujours pas déverrouillé, la simulation s'arrêtait net. Et on a eu trace que le copilote avait tardé à déverrouiller le système lors d'une séance. Il doit déverrouiller avant Mach 1.8. S'il s'y prend trop tard, la mission est annulée. L'annulation d'une mission n'a rien de fatal en soi. Mach 1.8. Mais cette erreur commise en simulateur plusieurs mois plus tôt a-t-elle eu une incidence le jour du crash? On annule. On annule. Allumage. Pourrait-elle expliquer ce qui a mal tourné dans Spaceship Two? 14 secondes après l'allumage du moteur, 08. Déverrouillage. la destruction a été totale. Comment ce vol d'essai a-t-il pu prendre fin si rapidement? Le NTSB est en quête d'indices dans les checklists des pilotes. Il annonce Mach 08, puis le compensateur. L-4. Vérification terminée. T'indiques le cabrage, le piquet, le trim, déverrouillage à 1.4. Les deux hommes étaient extrêmement affairés lors du vol. Vérifie ton attitude. Ils avaient la pression de toujours faire ce qu'il fallait au bon moment. Ils essayaient d'aller au-devant de la machine. Réglage sur... Dans le sens où ils ne voulaient pas être à la traîne. Ils se disaient, je dois faire telle action en un temps donné, mais là, je suis prêt, donc je le fais. C'est cette pression de faire les choses au bon moment qui conduit à parfois trop anticiper. Et on en arrive à faire quelque chose trop tôt ou par mégarde. Cette pression de faire les choses au bon moment expliquerait en partie pourquoi Michael Olsbury 08. Déverrouillage. a déverrouillé le système trop tôt.
S'il ne le déverrouille pas avant Mach 1,8, il sait que la mission sera annulée. Donc autant le faire pour être tranquille. Les enquêteurs font une autre découverte. Je peux revoir la vidéo du simulateur? C'est très peu ressemblant. En simulateur, les sensations d'un vol motorisé n'étaient pas reproduites. Il n'y avait pas de vibration ou de force G. Être dans un simulateur et aux commandes du vrai avion, ce n'est pas la même chose. Le copilote avait beau se rappeler ses séances, une fois le moteur allumé, les sensations n'étaient plus du tout les mêmes. Voyons OK. Les vibrations ont peut-être pesé sur la décision du copilote ce jour-là. C'était une pression supplémentaire avec laquelle il devait composer. Son dernier vol motorisé remontait à avril 2013, soit 18 mois sans vivre ses sensations. Même pour un excellent pilote d'essai, toutes ces vibrations et ces accélérations qui vous assaillent restent perturbantes. Les enquêteurs comprennent enfin ce qui s'est passé. Il était dans un environnement peu familier. Il avait beaucoup à faire. Il a décidé de déverrouiller plus tôt, sans forcément avoir conscience des risques. Les pilotes d'essai restent d'abord et avant tout des êtres humains. Et l'erreur est humaine. Les limites de nos pilotes doivent être prises en considération. Le NTSB épingle Scaled Composites 08, déverrouillage. pour ne pas s'être assuré que ses pilotes comprenaient les risques d'un déverrouillage précoce du système de mise en drapeau et pour ne pas avoir pris de mesures pour empêcher une telle action. Ça cabre. Ça cabre. Les ingénieurs auraient dû réfléchir à un dispositif de sécurité plutôt que de tout faire reposer sur l'entraînement des pilotes et sur la bonne exécution des tâches. Déverrouillage. Intégrer ne serait-ce qu'un capteur qui aurait physiquement empêché les pilotes de déverrouiller prématurément, ça aurait pu faire toute la différence. On annule. Dans son rapport final, le NTSB pointe du doigt les concepteurs, qui n'ont pas installé de garde-fous destinés à éviter qu'une erreur humaine aboutisse à une catastrophe. Lorsque vous avez un facteur humain dans l'équation, le risque de l'erreur humaine existe, quand bien même votre système est très bien conçu. L'excellence de ces deux hommes n'a pas empêché que l'un d'entre eux commette une erreur. Dans la marine, on avait coutume de dire que le manuel d'utilisation du F-14 était écrit en lettres de sang, parce qu'à chaque accident, quelqu'un disait « Ah ça, on aurait dû leur dire. À partir de maintenant, on le fera. » L'homme apprend de nos erreurs. Nous allons tirer les leçons de cet accident, nous reconstruirons un autre avion et nous nous assurerons qu'il est absolument sûr et sans danger. Nous irons au bout de notre projet et nous nous inscrirons dans l'histoire.